Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente Alice. Alice, c'est une développeuse et Alice, elle vient d'avoir l'idée du siècle pour sa nouvelle startup. C'est Greycat. Alors, qu'est-ce que c'est que Greycat? Greycat, c'est un service révolutionnaire. Vous lui donnez une image de chat, ça renvoie la même image de chat, mais en noir et blanc. Alors, Alice, elle croit très fort à son idée. Elle est vraiment motivée. Elle trouve un peu de fonds pour se lancer. Et elle commence. Alors, première chose, c'est une développeuse. La première chose à laquelle on réfléchit, c'est la tech stack qu'on va utiliser. Donc, comme j'ai compris que Devox, historiquement, c'était plutôt une conférence Java, Alice décide d'utiliser JavaScript par écrit de contradiction. Et elle décide d'avoir un système vraiment simple et robuste, une base de données PostgreSQL pour tout stocker, ImageMagick comme librairie pour vraiment faire la manipulation d'images, simple, efficace, ça marche. Arrive Bob. Bob, c'est un vieil ami d'Alice, et c'est le premier employé de Alice Corporation, la compagnie qui développe Greycat. Donc quand Bob arrive, la première chose à faire, c'est de réussir à builder le projet localement pour pouvoir travailler dessus. Donc Bob discute un peu avec Alice, ils prennent un peu de temps ensemble pour vraiment installer Bob correctement. Et comme Bob est quelqu'un de vraiment très consciencieux, il documente tout ça dans un beau README qui explique toutes les étapes pour pouvoir avoir un environnement qui permette de travailler sur le projet. Super. Arrive Charlie. Charlie, c'est le deuxième employé. Charlie, il arrive, il est content parce qu'il y a un beau README qui documente tout ce qu'il faut pour installer le projet. Seulement Charlie, il utilise un Mac alors que Bob et Alice étaient sous Linux. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais pas de problème. Bob est là, Bob explique à Charlie un peu comment ça marche, ils passent un petit peu de temps ensemble, et finalement, ça y est, Charlie est opérationnel. Alors on avance quelques lettres de l'alphabet, on arrive à Wenda, qui est la 23e employée de l'entreprise. Donc quand Wenda arrive, c'est fantastique. Il y a un README qui cette fois a été vraiment bien préparé par les 22 employés qui étaient là avant. Et donc Wenda est contente, elle peut installer la tech stack très facilement. Sauf que les 22 employés qui étaient là avant, en plus de bien peaufiner le README, ils ont aussi un petit peu complexifié la tech stack. Et donc la pauvre Wenda, elle a beau avoir un README qui lui explique tout ça, elle est quand même un peu malheureuse et elle passe une semaine à tout installer avant de pouvoir commencer à travailler. Et pendant ce temps-là, sur GitHub, un des aspects vraiment essentiels de Greycat, c'était que c'est un projet open source. Et Alice comptait vraiment là-dessus pour que des contributeurs puissent ajouter des nouvelles fonctionnalités, au lieu de transformer les images de chats en noir et blanc, elle les transforme en rouge et jaune, en vert et bleu. Mais en fait, même si le projet vraiment attire de l'intérêt, il commence à y avoir des utilisateurs, il fait parler de lui, mais les contributions sur GitHub, rien. Et la raison pour ça, c'est que tout le monde n'a pas la patience d'une Wenda pour passer une semaine à installer toutes les dépendances, ou tout le monde n'est pas payé pour avoir la patience d'une Wenda d'ailleurs. Du coup, les contributeurs open source arrivent pas à installer le projet localement et du coup sont pas en état de pouvoir contribuer. Et le résultat de ça, c'est que ce pauvre Greycat, Alice Corp commence à arriver un peu à court de fond et on ne sait pas trop quel est l'avenir. On est un peu indécis, savoir si le chat est vraiment vivant ou si le chat est mort. Et au final, voilà, Alice dépose le bilan et c'est la fin de Greycat, plus d'argent pour le développer. Une histoire triste, hein. Et ce qui est cool avec les histoires tristes, c'est qu'en général, on peut en tirer des leçons. Et on peut essayer de se dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui allait mal dans cette histoire et pourquoi est-ce que finalement ça a été un naufrage alors que c'était une super idée à la base. Moi, je pense que c'était une super idée en tout cas. Alors pour ça, je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de recul et d'essayer de vraiment à réfléchir à ce que c'est que développer un logiciel comme ça. Alors pour ça, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut à la fin. À la fin, on veut un produit qui va être probablement un logiciel qui va tourner quelque part, peut-être un serveur dans le cloud, une application mobile, desktop, un outil en ligne de commande, n'importe quoi. Et ce logiciel, comment est-ce qu'il est produit? Il va y avoir des fichiers sources qui vont être passés à travers une moulinette, un compilateur, un transpilateur, un packager, ce que vous voulez. Et à la fin, ça va donner l'artefact final. Et ces fichiers sources, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent du cerveau des pauvres petits développeurs qui travaillent jour et nuit pour les écrire. Bon, maintenant ce schéma, il est correct, et c'est vraiment ce qu'Alice avait pris en compte, mais il est même pas du tout complet. Il manque un paquet de choses, en particulier deux choses. La première, c'est que ça va pas juste de gauche à droite, mais c'est un système très itératif,
parce que les cerveaux des petits développeurs, ils ont aussi besoin d'informations pour produire ça. Ils ont besoin de pouvoir lire les fichiers sources, ils ont besoin de pouvoir récupérer la sortie de la moulinette, du compilateur, des linters pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur code. Ils ont besoin de pouvoir exécuter le programme final, que ça soit à la main ou via des tests automatiques, pour vraiment comprendre ce qui se passe, encore une fois. Et l'autre aspect important, c'est que ce système-là, il ne se passe pas en isolation. Il faut, cette moulinette en question, elle va appeler différents programmes, elle va avoir besoin de différentes librairies, exécuter des scripts dans tous les sens pour réussir à produire vraiment le programme final. Et même ce programme final, lui-même, il va appeler d'autres programmes, il va dépendre d'autres librairies, peut-être qu'il va avoir besoin de parler avec une base de données ou à différentes API. Et donc, il faut vraiment prendre en compte tout ça si on veut avoir un cycle de développement cohérent. Bon, c'est pas un problème nouveau. C'est même plutôt quelque chose qu'on sait gérer. La partie du haut, c'est quelque chose qu'on, en tout cas d'un point de vue technique, on ne sait pas trop mal gérer. On a, oui, quand on exécute des programmes, il peut nous afficher quelque chose pour nous dire ce qui se passe. Il peut avoir du logging, le compilateur envoie des messages d'erreur, tous les outils vont envoyer des messages pour dire ce qui se passe. On peut réussir en tant que développeur, on peut avoir une idée, c'est jamais parfait, mais une idée de ce qui se passe. La partie du bas, on sait pas trop mal la gérer non plus. Au pire, on met tout dans un gros Dockerfile, ça nous fait une image Docker de 40 gigas qu'on pousse. On met ça dans un Kubernetes pour avoir tous les services disponibles. C'est pas forcément très élégant, mais ça marche. Le problème, c'est quand on va avoir les deux à la fois. Et là, ça devient vraiment compliqué. L'exemple typique où on n'a pas les deux à la fois, que sûrement tout le monde a connu, c'est un projet où il y a un super pipeline de CI qui fait tout, qui build le projet, qui le déploie dans un environnement de staging pour qu'on puisse jouer avec. Et il y a un bug qui se manifeste que dans le pipeline de CI qui est impossible à reproduire localement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à débugger ? On change 3 lignes sur le projet, on commit, on push, on attend que le CI ait fini de tourner, donc on attend 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 2h30. On se rend compte que là, on a fait une faute de frappe, donc on recommence, on corrige notre faute de frappe, git commit, git push, et puis on attend. Bref, c'est pas très bon pour l'efficacité. Donc ça serait bien qu'on arrive à avoir les deux à la fois. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas les deux à la fois ? Pour expliquer ça, je vais faire un petit détour. Il y a un truc dans cette espèce de tech stack monstrueuse que j'ai montré. Il y a quelque chose dont j'ai pas parlé et qui pourtant est quand même vachement important. C'est l'ensemble des dépendances JavaScript du projet. Je dis que c'est très important parce que on connaît tous le même. Un projet JavaScript, le node module, c'est monstrueux, c'est énorme. Vous mettez la moitié de l'univers dedans. Et pourtant, si j'en ai pas parlé, c'est parce qu'en vrai, c'est pas un problème. Enfin, ça peut être un problème pour plein de choses, mais pour le cas présent, c'est pas un problème. Et la raison pour laquelle c'est pas un problème, c'est grâce à notre copain NPM. Parce que notre copain NPM, il fait le boulot, et puis c'est tout. Et ça veut dire que Alice, Bob, Charlie, Wenda, Kevin, ils peuvent juste lancer npm install et puis ça va marcher. Le CI, il peut lancer npm install. Si on veut construire une image Docker, le Dockerfile, il lancera npm install et tout marchera. Et la raison pour laquelle ça marche, ça tient à deux caractéristiques de npm. La première, c'est qu'il est complètement transparent. Vous avez le projet, vous lancez votre commande npm, puis après vous faites un npm run build, ce que vous voulez. Ça marche, ça vous pose pas de questions, vous n'avez pas d'étapes manuelles un peu bizarres à faire. Ça marche. Et l'autre aspect qui est peut-être même encore plus important, c'est qu'NPM, à la fin, c'est complètement déclaratif. Vous avez votre package JSON, le package log JSON, qui définissent exactement les dépendances que vous voulez. Et ça a ce comité dans le repo, et que ça soit Alice, Bob, le CI, le Docker, ou n'importe qui, tout le monde va utiliser exactement les mêmes dépendances. Et du coup, ça réduit quand même énormément les problèmes de ça marche chez Alice, mais pas chez Charlie. Bon, entre Alice et Charlie, il y en a un qui utilise Linux, l'autre Mac, donc mais ça marche chez Alice, mais pas sur Bob. Maintenant, NPM, il a quand même un problème, une grosse limitation qui est la cause de tout le problème qu'on a là, c'est que NPM n'est pas générique, par principe. C'est le Node Package Manager, NPM, il gère les paquets Node. Tout ce qui n'est pas un paquet Node, NPM, il gère pas. On peut essayer de rentrer des choses en force dedans, mais ça marche pas très bien. Et du coup,
du coup, ça fait qu'il y a plein de dépendances qui ne vont pas être gérées par NPM. Et ça met quand même un gros frein à l'aspect déclaratif. C'est vachement bien de dire que vous avez installé des bindings nodes pour ImageMagick. C'est bien, vous les avez, c'est déclaratif. Si vous n'avez pas ImageMagick, ça ne sert à rien. Et donc, c'est vraiment ça le problème fondamental qui fait que Greycat n'a pas pu marcher. On n'a pas réussi à avoir vraiment cet environnement qui soit entièrement transparent et déclaratif. Et donc, ce qu'il aurait fallu, c'est un système qui soit comme NPM, mais complètement générique. Et comme par hasard, je vais vous présenter Nix. Alors, Nix, c'est généralement assez compliqué à décrire, parce que c'est un gros projet qui fait un peu plein de choses. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Nix, on peut y penser exactement comme NPM, mais complètement générique. Ça veut dire que Nix pourra gérer les paquets nodes, si vous voulez. Souvent, NPM le fera mieux, mais Nix peut les gérer exactement comme il faut. Mais Nix peut aussi gérer ImageMagick, qui est une dépendance du projet, peut gérer jusqu'à la libc qui a été utilisée pour compiler ImageMagick, jusqu'au compilateur C qui a été utilisé pour compiler cette libc, pourra aussi gérer la base Postgres dont vous dépendez, etc. Tout. Et du coup, l'aspect déclaratif, c'est pas juste un mot, c'est vraiment quelque chose qui est pris très à cœur. C'est bien gentil tout ça, mais c'est un peu théorique. Donc, à quoi ça ressemble en pratique? Donc, pour voir ça, on va partir d'un Dockerfile imaginaire qui serait utilisé pour builder Greycat. Version très simplifiée, évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans ce Dockerfile? On a d'abord un ensemble de paquets de base. Une image de base, Ubuntu Latest, voilà, ça définit ce qu'on a de disponible, ça va définir les paquets donc on pourra utiliser avec apt, très bien. On a une liste de dépendances après, Node.js, Postgres, ImageMagick. Après, on a un peu de boilerplate pour dire, en fait, ça c'est une liste de dépendances, je veux que tu me les installes. On a une partie qui s'occupe du build qui va pas être ce qui nous intéresse là tout de suite. Et voilà. Bon, du coup, on garde juste la partie qui a vraiment de l'information. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Bon, on veut du Nix, donc Ubuntu Latest, c'est pas ce qui nous intéresse. À la place, on va utiliser Nix Packages, qui est le dépôt de paquets Nix, avec un petit peu de boilerplate Nix pour aller autour. J'ai dit qu'au milieu, c'était la liste des paquets. C'est exactement ce qu'on va dire. Notre liste de paquets, c'est tout ça, en précisant explicitement d'où ça vient, parce que c'est toujours bien d'être explicite. Et nous, on a dit que ce qu'on voulait, c'était faire un environnement de développement. On va juste dire ça, make a shell avec ses paquets disponibles. Et à partir de ça, vous mettez ce fichier à la racine du dépôt. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une commande Nix qui permet d'entrer un nouveau shell dans lequel les dépendances vont être accessibles. Donc par exemple, dans ce shell, npm sera là, dans un dossier un peu bizarre qui est géré par Nix pour vous. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on sort du shell, plus de npm. Sauf s'il était déjà installé. Mais... Ok, ça, c'est mignon. On peut faire ça très bien avec Docker. Rien d'extraordinaire. Maintenant, le problème de Docker, c'est ce dont je parlais avec le fait d'avoir à la fois le feedback et les dépendances. S'il faut développer dans un Docker, c'est pas très rigolo. Et c'est là que Nix peut vraiment briller. Parce que, qu'est-ce qui se passe là quand on entre ce shell? Tout ce que Nix va faire, c'est qu'il va exécuter bash ou n'importe quoi en rajoutant les variables d'environnement qu'il faut pour que les paquets déclarés soient disponibles. Mais par exemple, j'avais Vim installé sur ma machine. À l'intérieur du shell, Vim est toujours là, je peux toujours y accéder. Et donc, dans mon environnement, je peux développer avec à la fois mon environnement à moi, mon éditeur, toute ma configuration, et à la fois les paquets nécessaires pour faire tourner Greycat. Et comme il y a quand même des cas où on veut s'assurer que, en vrai, le shell il contienne vraiment tout et qu'il ne marche pas juste chez moi parce qu'il s'avère que j'avais ImageMagick installé, on peut aussi avoir un mode pur dans lequel l'environnement sera nettoyé, où on a vraiment juste les dépendances nécessaires. Donc c'est bien mignon. Comment on utilise ça maintenant? Le premier endroit où on peut essayer de l'utiliser, c'est le CI. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans le fichier de config CI, au lieu de commencer par installer une liste longue comme le bras de dépendance, on installe juste Nix. Et après, au lieu de lancer npm directement,
on lance npm dans notre Nix shell. Et donc Nix va s'occuper d'installer toutes les dépendances système, npm va s'occuper de gérer les dépendances node, et d'un seul coup, notre fichier de CI, il peut être un peu plus petit, un peu plus grand. En termes de ligne de code, ça ne change pas forcément énormément, mais notre fichier de CI, il devient complètement agnostique par rapport à nos dépendances. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'on a utilisé Nix pour installer les dépendances et que notre projet utilise npm. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer tous les jours, donc on est plutôt tranquille. On peut faire pareil dans le Docker. Au lieu de partir d'Ubuntu et d'installer une liste longue comme le bras de dépendance, on peut se contenter de partir d'une image qu'un Nix installée et de lancer notre npm à l'intérieur d'un Nix shell. Et encore une fois, tout le monde est content. Bon, c'est pas mal, c'est sympa, mais ça va pas casser trois pattes à un canard jusque-là. C'est quelque chose qu'on pourrait faire sans Nix. Mais maintenant, là où ça devient vraiment intéressant, c'est si on en revient à notre pauvre Wenda, là, qui était très 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 malheureuse avec sa liste de dépendances et sa tech stack absolument bancale à installer. Parce que la pauvre Wenda qui passe une semaine à installer tout ça, c'est très triste, et peut-être qu'en fait au bout de 3 jours, elle aura quitté la boîte parce que c'est juste pas possible. Mais notre petite Wenda, ou notre grande Wenda d'ailleurs, pardon, elle aussi, elle a accès à ce fichier de config Nix, et elle aussi, elle peut lancer son Nix shell, et d'un seul coup, toutes ces dépendances, elles sont toujours là, mais elles sont toutes gérées par Nix. Et donc Wenda a plus s'en préoccuper, de la même manière qu'elle avait déjà pas à se préoccuper du monstre de dépendance node qui était déjà là. Et donc là, d'un seul coup, on a une Wenda très 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 heureuse, qui au lieu de passer une semaine à tout installer, peut juste passer une demi-heure à installer son shell avec Nix et se mettre à travailler directement. Bon, tout ça c'est beau. Maintenant, c'est le cas d'utilisation le plus simple et le plus évident de Nix, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Ça ne rentrerait pas dans une demi-heure. Mais la première chose, c'est que si vous vous souvenez, mon fichier de configuration Nix, il commençait par import Nix packages en disant Nix packages n'était pas très 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 bien défini. C'est dangereux parce que Wenda et Kevin ont peut-être des Nix packages, vont peut-être avoir un Nix packages qui n'est pas du tout pareil. Maintenant, quand on regarde Nix packages, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un dépôt Git, un très 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 gros dépôt Git qui contient des définitions pour tous les paquets qui existent dans Nix. Et qui dit dépôt Git dit, on peut, au lieu de récupérer un Nix packages quelconque, on peut dire je veux récupérer Nix packages à ce commit précis. Et qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? Ça fait que ce commit précis va définir exactement les versions de chacune des dépendances qui vont être gérées par Nix, donc à tout. Et ça fait qu'on a une garantie très 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 forte que ça soit un développeur A, un développeur B, le CI, l'environnement de production, tout le monde utilisera exactement le même environnement, donc jusqu'au niveau le plus bas de la chaîne de dépendance. Une fois qu'on a ça, on peut aller encore plus loin. Nix, à la base, c'est un gestionnaire de paquets. Donc quelque chose qui sert à installer des logiciels. Pour pouvoir gérer ça, Nix doit être capable d'empacter des logiciels. Et donc pour ça, de les compiler. Et donc on peut uniquement s'en servir de loin en disant j'utilise des trucs qui ont déjà été pactés et moi je me contente d'utiliser Nix pour développer mon shell et puis après je ne vais pas chercher plus loin. Mais on peut aussi pousser plus loin et dire je vais utiliser Nix pour builder mon application en tant que paquet Nix. Ça demande un peu plus de travail, mais ça permet ensuite donc soit directement d'utiliser Nix pour déployer ensuite plus loin, ce qui peut être une solution. Mais l'avantage, c'est que, étant donné la flexibilité du langage Nix et en même temps l'aspect très 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 strict de la définition des dépendances, on a quelque chose de très 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 manipulable et on peut dire à partir de cet artefact Nix, en fait en 3 lignes, je le transforme en une image OCI ou Docker. Ou en 3 lignes, j'en fais une image disque pour une machine virtuelle. Et au lieu d'avoir 5 définitions différentes qui décrivent comment déployer l'application, soit localement directement, soit dans un Docker, soit comment créer une machine virtuelle, j'ai juste un fichier de config Nix qui peut être réutilisé pour toutes ces différentes applications.
Une fois qu'on arrive là, qu'on commence à utiliser Nix un peu plus sérieusement, on se retrouve dans un état où on utilise Nix beaucoup pour éventuellement compiler beaucoup de choses. C'est pas forcément très visible pour du Node, mais supposons qu'on utilise un langage compilé où la compilation peut être très longue. Ça devient pénible. Et Nix a une solution pour ça, qui est basée justement, encore une fois, sur le fait qu'il soit très strict sur ses dépendances. Puisque Nix est très strict sur ses dépendances, il sait exactement ce qui arrive dans votre compilation de paquets. Et du coup, vous avez une très très grande garantie que si jamais je veux le recompiler, j'aurai à peu près la même chose. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas besoin de recommencer. On peut avoir du cache, et on peut même avoir un cache distribué pour que il suffise qu'une fois le CI build mon paquet, je le pousse sur le cache, et tous les développeurs qui travaillent dessus, ou tous les runs de CI après, vont juste pouvoir récupérer ça depuis mon cache. Et enfin, la dernière extension, c'est NixOS. Qu'est-ce que c'est que NixOS? NixOS, c'est une distribution Linux basée sur Nix, et qui pousse plus loin cet aspect déclaratif. Là, on a vu l'aspect déclaratif à j'ai mon environnement de développement très local qui est défini de façon déclarative. NixOS, c'est dire j'ai un fichier de configuration qui décrit toute ma machine, tout mon système, et à partir de ça, je reconstruis tout mon système. Alors, c'est sympa à utiliser sur une machine de dev, c'est rigolo, c'est même parfois pratique, mais là où c'est vraiment très très bien, c'est quand on veut utiliser ça dans le cloud, où on peut dire la machine de production sur laquelle je vais faire tourner ça, c'est pas une VM Debian qui est là depuis 20 ans, qui est mise à jour une fois de temps en temps, qui a accumulé des choses, on ne sait pas trop quoi, et on est à peu près sûr que si jamais un jour elle crache, on n'arrivera pas à la reconstruire et on n'arrivera plus à déployer l'application. Mais on a vraiment, au niveau le plus bas, cette garantie que la machine sur laquelle les machines sur laquelle mon application tourne, je sais exactement ce qu'il y a dedans, puisque c'est exactement ce qu'il y a défini dans ce fichier de config. Donc, c'est la partie déploiement. Et l'autre aspect de NixOS, qui tient encore à ce côté déclaratif, c'est le test, puisque qui dit système déclaratif, dit système réplicable, dit c'est vachement bien pour le test, parce que maintenant, j'ai des entrées de test qui sont vraiment fiables. Et donc, par-dessus NixOS, il y a une couche de test distribué qui a été développée, qui permet en quelques lignes de configuration, ça peut être un peu plus, mais en quelques lignes de configuration Nix, de définir un cluster de machines qui vont être reliées entre elles par du réseau, sur laquelle on va pouvoir exécuter différentes commandes. Et puisque tout est déclaratif, on peut avoir une confiance assez grande dans ce test par rapport à des conditions réelles. Un exemple assez rigolo de test NixOS dont j'ai pas eu le temps de récupérer de capture d'écran, mais qui est un peu l'archétype des tests, c'est un test qui s'appelle Quake 3, qui, comme son nom indique, lance un serveur Quake, lance 4 ou 5 clients qui vont rajouter des bots, qui vont tous se connecter à la même partie, attend qu'il ne reste plus qu'un seul survivant, et prend une capture d'écran pour montrer que le serveur s'est bien lancé et tout s'est bien passé. Voilà. Et bon, pendant tout ce talk, je vous ai parlé de Nix et puis d'Alice, de Bob et des autres. Mais très rapidement, à propos de moi, donc je suis Théophane. Je travaille donc à Twig, qui est l'open source programme office de Modus Create. Et je suis un mainteneur de Nix et un membre de la fondation NixOS. Donc j'étais peut-être un tout petit peu biaisé, mais pas trop. Et il reste 6 minutes et 10 secondes s'il y a des questions. Oui, je répète. Oh, le micro arrive. Merci pour cette présentation. J'ai vu apparaître il y a quelques temps maintenant DevBox qui est basé sur Nix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon usage pour les développeurs ou est-ce qu'il faut mieux passer avec le package Nix standard? Alors, j'ai un petit biais qui me donne envie de dire que non, il vaut mieux utiliser Nix. Mais DevBox, ça fait partie, il y a tout un écosystème d'outils qui commence à se développer effectivement. Donc un aspect que j'ai pas mentionné, c'est peut-être ça là quand je disais que j'étais un peu biaisé, c'est que Nix est un peu difficile d'accès encore, et donc il y a tout un écosystème d'outils qui cherche à abaisser la barrière d'entrée justement pour rendre Nix plus accessible.
DevBox est un exemple, et je pense, alors je ne sais pas si DevBox en tant que tel, sur la durée, sera un bon outil qui marchera bien, mais ça fait partie de cette famille d'outils qu'effectivement, je vous encourage à essayer, qui essaye d'apporter effectivement ces bénéfices de Nix à un coût plus faible. Donc oui, 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 tout à fait conseillé. Ouais, bonjour. Par rapport au problème que tu évoquais au début de compilation sur Mac ou sur Linux, NixOS répond pas à ce problème. On est d'accord qu'il y aura toujours les problèmes de compilation de paquets natifs entre NPM et, euh, et je sais pas, et ImageMagick version native qui sera peut-être pas le même, peut-être pas, enfin, peut-être pas la même version, je sais pas, entre Mac et Linux. Oui, oui, oui. Très clairement, bah, va prendre, enfin, Nix considère que deux machines qui tournent sur un système différent, donc avec une définition assez large de système, à savoir système d'exploitation différent ou architecture différent. Euh, pour Nix, ça sera vraiment des systèmes complètement indépendants, donc qui peuvent avoir des versions différentes, effectivement, ça ne pourra pas résoudre. Nix rajoutera pas une couche de virtualisation, par exemple, au-dessus de la machine pour permettre d'abstraire ça. Bon, je me permets une deuxième question. Donc avec Nix, enfin moi j'ai essayé NixOS sur ma machine, on peut vraiment définir complètement son IDE, par exemple NeoVim avec tous les plugins qu'on va installer. Donc ça oblige à réécrire toute la configuration. Je vois par exemple, moi j'utilise Hyperland, enfin, toutes des interfaces graphiques. Donc, est-ce qu'il existe des outils pour faciliter cette migration d'un fichier de config standard vers de la conf Nix, ou est-ce qu'il faut faire tout le travail à la main? Alors, ça oblige pas. Euh, alors, NixOS tout seul touchera pas à la configuration des utilisateurs en général. Il y a un autre outil qui s'appelle Home Manager qui permet de faire ça, mais c'est une migration qui peut être très incrémentale. Euh, c'est possible d'utiliser Home Manager juste pour gérer quelques aspects et garder tout géré à la main, ou de l'utiliser mais juste en lui disant mon fichier de configuration c'est ça et tu copies ça tel quel. De ce point de vue-là, il y a beaucoup d'incrémentalité qui est possible. Après, si on veut, si il y a une certaine tendance, je dois avouer, quand les gens commencent à mettre le petit doigt dans Nix, on se rend compte qu'après 6 mois, ils ont réécrit toute leur configuration soit parce que c'est utile, soit parce que c'est rigolo, ça dépend. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup de tort à la communauté, effectivement, de trop présenter cet aspect, mettez Nix partout. Pour moi, je pense que Nix, c'est un outil. On peut en mettre partout si on veut. J'en ai partout. Cet ordinateur tourne sous NixOS. Toutes mes machines tournent sous NixOS. C'est fantastique. Mais on peut aussi, on a des utilisateurs qui sont très contents parce qu'ils ont une malheur machine qui tourne sur Ubuntu, sous macOS, sous n'importe quoi. Et le projet sur lequel ils travaillent a un shell Nix dedans et ils l'utilisent exclusivement pour ça. Et ça résout leurs problèmes. Parfait. Il reste 1 minute 19 pour une dernière question. Ouais, il existe un outil, je pense que c'est Nixery, je sais pas qui permet de créer automatiquement des images avec l'URL sur laquelle on l'appelle. Je sais pas, vous avez déjà testé? Effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'abuser un peu de Nix. Nixery, c'est un bon exemple. Nixery, c'est un registry Docker, enfin un serveur qui implémente l'API du registry Docker. Seulement, au lieu de stocker des images Docker, il va répondre si on lui demande une image qui s'appelle nixery.io/hello. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer à la volée une image Docker qui contient hello et il va renvoyer ça. Si on lui demande nixery.io/ je sais pas, Node.js, il va générer à la volée une image qui contient Node.js. Alors Nixery en tant que tel, c'est plus une preuve de concept un peu rigolote.
Mais on a des applications un peu plus pratiques, notamment un outil développé par Docker qui s'appelle Docker Lag Debug, si je me souviens bien, qui sert à rajouter un overlay Nix par-dessus des images Docker pour permettre de rajouter des outils de debug à des images Docker déjà existantes qui n'auraient pas, par exemple, une image distroless qui n'a pas bash. Et ben, il suffit de lui rajouter ce petit overlay Nix avec bash et tout ce que vous voulez pour débugger pour pouvoir introspecter l'image. C'est des genres d'utilisation un petit peu détournés, mais effectivement tout à fait valide et intéressante.